5 des mineurs tués ce matin par l'explosion d'un pain de plastique datant de la Deuxième Guerre mondiale. Le professeur Schwarzenberg sanctionné par ses pairs pour délit d'euthanasie, invité le président du Conseil de l'Ordre. Bernard Notin, le professeur révisionniste suspendu pendant 1 an par la commission de discipline de Lyon 3. Budget, arbitrage à l'arraché, parmi les priorités, l'éducation, la justice et l'environnement. Bonsoir, la Seconde Guerre mondiale vient de faire 50 ans plus tard 5 nouvelles victimes, 5 artificiers tués par l'explosion d'un pain de plastique au moment où ils déminaient un champ truffé d'obus. Le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, s'est aussitôt rendu sur place. Lilian Mellet et Pierre Ballois de notre station de Dijon précisent les circonstances de l'accident. Lundi, les démineurs de la sécurité civile de Lyon commencent à travailler sur le site d'Épervan. Depuis, à midi et à 17h, chaque jour, ils faisaient exploser les projectiles déterrés. Ce matin, à 10h30, une explosion beaucoup plus forte que d'habitude. À plus de 300 mètres, les tuiles s'envolent. L'alerte est donnée, le bilan est terrible. Les 5 démineurs sont tués. Apparemment, une fausse manœuvre. Il est certain que c'est un pain de plastique, ce ne sont pas des obus qui ont explosé, mais un pain de plastique qu'ils utilisaient pour dégager les obus. Et qui a explosé dans quelles conditions, c'est pas... Les obus d'Épervan, plusieurs tonnes abandonnées par la Wehrmacht en 1944 au bord du village. Plusieurs tonnes dont beaucoup d'habitants se souviennent, mais en 45 ans, incroyablement, personne n'a rien fait. Si, vous avez quand même des maraîchers qui ont labouré leurs terres, qui ont trouvé quelques engins. Personne n'a pris du cas. Ils les ont portés à la mairie, à la gendarmerie, personne n'a pris de cas. Il y a 10 jours, Daniel Malo, le nouveau maire du village, demandait aux anciens de venir témoigner pour faciliter les recherches et éviter le pire. Le pire est arrivé. Les policiers qui enquêtent sur le trafic d'armes entre le Liban et la France doivent être très attristés. Le nombre de leurs collègues ripoux semble être plus important que prévu. 2 d'entre eux ont été inculpés et le cerveau de cette police connection pourrait être un brigadier de police en poste à l'ambassade de France à Beyrouth. Nathalie Darigrand. Hier, on parlait de trafic d'armes, aujourd'hui de police connection. Beyrouth, Marseille, Mulhouse. Dans toutes ces villes, on cherche des armes de guerre chez des CRS ou des gendarmes ayant été en poste au Liban. Et on trouve. À Mulhouse, tout d'abord, une trentaine de fusils mitrailleurs ont été découverts aujourd'hui dans différentes planques. Ce soir, c'est dans l'Essonne qu'ils ont frappé les policiers, dans une villa, là encore. Résultat, 3 lance-roquettes et leurs munitions. La police connection s'accélère et au SRPJ de Marseille, on devient de plus en plus silencieux, car on cherche les cerveaux de l'affaire. À Washington, on parle de 2 membres du service de sécurité de l'ambassade de France. Ce soir, le ministère de l'Intérieur a ordonné une enquête sur les conditions d'emploi des fonctionnaires de la police nationale en poste à l'étranger. Il sera désormais difficile de réviser, c'est-à-dire de falsifier l'histoire en toute impunité. Bernard Notin vient de l'apprendre à ses dépens. Il avait douté de l'existence des chambres à gaz. Il est interdit d'enseignement pendant 1 an. Albert Ipamonti. Suspendu pendant 1 an, Bernard Notin a donc sauvé sa tête. Les 7 membres de la commission de discipline de Lyon 3 disposaient d'une palette de sanctions allant du blâme à la radiation à vie. Après 8 heures d'un long délibéré, ils ont choisi un moyen terme. Suspendu et privé de la moitié de son traitement, parce qu'aux yeux de la commission, un enseignant doit faire preuve de la plus grande rigueur scientifique dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il écrit. Mais suspendu seulement parce qu'une sanction plus lourde aurait fait de Bernard Notin un martyr. Pour son avocat Maître Collard, cette décision est une victoire car il s'attendait à pire, la radiation pure et simple. Il dénonce ce procès en sorcellerie qui ne fait d'ailleurs que commencer et il a aussitôt interjeté appel. Pas de réaction du côté du ministère de l'Éducation nationale, on cache mal son embarras derrière un prudent silence radio. Michel Sarras est aujourd'hui notre invité pour nous parler du budget, mais vous écoutez attentivement tout ce qu'on dit. Que pensez-vous de cette mesure? J'ai une certaine habitude de la tarification. Je trouve que c'est pas cher. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on dit on va pas en faire un martyr, c'est peut-être parce que les membres du conseil de discipline ont eu peur à leur tour d'être martyrs. C'est le courage. Enfin bref. Allez, passons. Le Conseil de l'Ordre des médecins aura réussi un exploit, réconcilier Claude Évin et Léon Schwarzenberg, le ministre de la Santé, qui a reçu hier l'ex-ministre.
déplore la mesure de suspension prise par le Conseil de l'Ordre contre le professeur Schwarzenberg à la suite de sa déclaration sur l'euthanasie. Et ce soutien spectaculaire va relancer le débat sur le droit à la mort, le dossier établi par Jean-Pierre Quinson. À l'origine de l'affaire, cet article du Journal du Dimanche paru il y a 3 ans. Le professeur Schwarzenberg y expliquait comment il avait aidé une malade cancéreuse à mourir. Cet article avait suscité à l'époque une plainte du Conseil de l'Ordre de l'Essonne. Celle-ci a abouti mercredi dernier devant le Conseil régional de l'Ordre à une interdiction d'exercice médical d'1 an pour le professeur Schwarzenberg. Derrière cette sanction se cachent sans doute certaines inimités personnelles, mais aussi le grave problème de l'euthanasie. C'est pas mon sort propre qui compte. C'est pas le fait que ce soit interdit d'exercer la médecine, rassurez-vous, j'exercerai jusqu'à mon dernier jour. Ça, c'est très clair. C'est le problème de société posé par les formidables progrès de la médecine, la prolongation de la vie humaine, la décision que prennent un certain nombre de personnes de vouloir vivre dignement jusqu'à la dernière minute de leur existence. Dès hier soir, le ministre de la Santé avait déclaré qu'il ferait appel de la sanction. Ce matin, à la suite du Conseil des ministres, il s'en expliquait. C'est vraiment regrettable que l'on puisse condamner un médecin sur des propos qu'il a tenus, car la condamnation ne s'appuie pas du tout sur des faits avérés, simplement sur des propos tenus dans un média, sur un sujet difficile, sur un sujet de société, sur un sujet pour lequel je pense qu'il est normal, qu'il est sain que les médecins s'expriment. Ce qui est certain, c'est que cette affaire pose aussi le problème des pouvoirs disciplinaires dont est investi l'Ordre des médecins. Alors précisément, dans quelles conditions a été créé le Conseil de l'Ordre des médecins? Comment fonctionne-t-il? Réponse d'Olivier Stéphan. L'histoire du Conseil de l'Ordre, c'est d'abord une date, sa création 7 octobre 40. Nous sommes en plein régime de Vichy. S'agissait-il de mettre au pas le corps médical français ou de court-circuiter les autorités allemandes? En tout cas, à la Libération, l'Ordre est dissous, puis recréé par le général de Gaulle. Les médecins sont obligés d'y adhérer et de s'y soumettre, tant pour l'éthique que pour les sanctions. C'est avec la libéralisation de la société des années 70 que l'Ordre des médecins devient l'ordre moral. Il s'est opposé entre autres à la médecine sociale, au cabinet de groupe, aux tarifs conventionnés, à la contraception et à l'avortement. Des dizaines de médecins refusent de payer leurs cotisations. Des centaines réclament la suppression du Conseil de l'Ordre. François Mitterrand lui-même, en 81, a réclamé sa suppression. C'est une de ses 110 propositions. Il traite l'Ordre d'offense pour la démocratie, mais une fois de plus, l'Ordre survivra et ne sera pas réformé. Un exemple, la section disciplinaire suprême de l'Ordre des médecins lave toujours son linge sale en famille. Au contraire, la section disciplinaire du Conseil des architectes qui a fait sa mue en 77 est composée en majorité de magistrats professionnels. Et pourquoi cette mesure, cette proposition n'a-t-elle pas été appliquée? En tout cas, c'est une bonne manière de rappeler qu'elle existe. Nous avons en direct de Marseille le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, le docteur Louis René. Merci docteur René d'avoir accepté notre invitation. Nous savons que vous avez fait des efforts pour améliorer l'image du Conseil. Est-ce que ces efforts ne sont pas anéantis? Vous savez, je suis en vacances dans un pays calme, la Provence, mon pays, ce qui me laisse un certain recul. Et je crois que ce n'est pas dans la polémique que l'on peut traiter d'un sujet aussi grave. Et sur ce point, je suis entièrement d'accord avec M. Évin. La meilleure preuve, c'est que dans 9 mois à peine, les 9 et 10 mars, il y a un congrès international d'éthique à Paris, organisé par l'Ordre, et qu'un des sujets qui sera débattu librement, avec des médecins, bien sûr, mais également des moralistes, des juristes, des philosophes, sera celui de l'accompagnement des mourants. Il n'y a aucun lien sur le fond entre l'affaire de SOS Médecins et le débat sur l'euthanasie, mais on a tout de même le sentiment que le Conseil se montre tout à coup répressif, docteur René. Je pense que le Conseil régional de l'Île-de-France est un des 17 conseils régionaux, que comme vous l'avez annoncé, M. Schwarzenberg a fait appel, M. Évin a fait appel, ce qui est son droit le plus strict. C'est donc une section disciplinaire du Conseil national qui aura à en connaître, et vous comprenez bien évidemment que je ne peux en aucun cas influencer la décision de cette instance tout à fait indépendante. Tout de même, quelle est votre intuition? Est-ce que le professeur Schwarzenberg pourra exercer son métier? Mais pour l'instant, le fait qu'il y ait appel lève l'exigibilité, si je puis dire, de la sanction.
elle ne sera effective, si elle existe, qu'après qu'elle soit devenue définitive. Et n'oublions pas que le Conseil d'État est l'instance de cassation, si l'on peut dire. Le professeur Schwarzenberg a déclaré il y a tous les jours de l'euthanasie active dans certains hôpitaux. Vrai ou faux? Alors là, je ne suis pas un inspecteur dans les hôpitaux. Je pense qu'il est absolument nécessaire qu'avec les moyens que nous avons actuellement, l'accompagnement du mourant, avec les possibilités de lutter efficacement contre la douleur, contre l'angoisse, contre surtout l'isolement psychologique dans lequel se trouvent trop de malades, est un devoir du médecin. Je peux vous tuer de façon délibérée n'est pas la solution. Je peux vous demander votre sentiment personnel, qu'on peut percevoir d'ailleurs à travers ce que vous venez de dire. Êtes-vous sur le fond, oublions les règlements, êtes-vous sur le fond plus proche du professeur Schwarzenberg sur l'euthanasie que du Conseil régional de l'Ordre des médecins? Je n'ai pas à être plus proche de l'un que de l'autre, ce n'est pas mon rôle, mais j'ai eu, et le Conseil national aussi, a eu à rappeler, sous mon prédécesseur et sous ma présidence, que la thérapeutique de l'agonie était un des devoirs du médecin, et je me félicite qu'actuellement en France, sous l'impulsion des pouvoirs publics et de M. Evin en particulier, il y ait une prolifération des services de soins palliatifs qui montrent bien qu'il n'est pas question d'abandonner le malade au moment le plus dramatique de son existence. Merci, docteur René. Notre invité, je vous l'avais dit, vous l'avez déjà entendu, c'est M. Michel Charasse, ministre délégué chargé du budget. Bon, je crois que vous avez donné votre sentiment sur cette affaire. Oui, enfin, je n'étais pas venu pour ça. Absolument, Hein, absolument. ni pour la première, ni pour la seconde. Absolument, mais vous l'avez donné quand même. Enfin, je trouve que l'ambiance est assez bonne en ce moment sur tous ces sujets. Hein. On pourrait avoir un jour la suppression de ce conseil? Je sais pas, c'est dans les 110 propositions, vous avez bien fait de le rappeler. Et au cas où on l'aurait oublié, c'est une bonne chose que le Conseil nous rappelle de temps en temps cette affaire. Vous avez beaucoup de travail en ce moment? Oui, toujours. Enfin, bon, pas plus en ce moment que d'habitude. Alors, un petit peu plus en ce moment. Quand un ministre vient vous demander de l'argent, quel est maintenant votre critère? Désuet, pas désuet? Ah non, non, quand un ministre vient demander de l'argent, on analyse sa demande, j'analyse sa demande, et je regarde si elle est compatible avec les équilibres que nous sommes tenus de respecter. Alors, on a vu les priorités dès hier soir, l'éducation, la recherche, la justice. Oui, c'est la confirmation de priorités qui ont été annoncées depuis longtemps et qui sont d'ailleurs entrées en vigueur dès 1988. En revanche, on a l'impression que d'autres ministères vont souffrir, l'industrie, le commerce, l'agriculture. Alors, ce sont des ministères désuets. Pourquoi ils vont souffrir? Non, quand on est prioritaire, tout ne peut pas être prioritaire. Donc il y en a qui sont traités comme prioritaires et d'autres qui sont traités comme non prioritaires. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie sur le ministère de la Défense? On l'a dit, et nous-mêmes hier, on a interprété ce que vous avez décidé comme étant une baisse des crédits pour le ministère de la Défense. Pas du tout. Non, c'est une moindre progression, c'est pas la même chose. Parce qu'écoutez, le budget du ministère de la Défense fait quelque chose comme, voyons, 104 d'un côté, 99 et 413, 230, 235 milliards. On peut toujours dire aujourd'hui qu'avec 235 milliards, t'as plus rien. Mais enfin, c'est difficile à faire croire aux gens. Hein. Bon, puisque vous comptez si bien, 2 milliards d'économies, vous les trouvez? Eh bien, écoutez, on va faire l'exercice, c'est intéressant. Non? Alors, les recettes? Et comment? Ah, les recettes, on les déterminera dans quelques jours. Pour le moment, on en est à boucler les dépenses. Et alors, il faut trouver encore 2 milliards d'économies, mais on va les trouver. Eh bien, sur le désuet. Alors, c'est quoi le désuet? Dites-nous, parce que... le désuet, c'est ce qui ne sert plus à rien. Il y a le président qui mais non, dit mais le désuet, désuet, c'est ce qui ne sert plus à rien. Mais c'est quoi désuet? Mais c'en est plein. Vous voulez qu'on fasse le tour des FR3? Je vais vous en trouver, moi, des trucs Justement, on a besoin d'argent. La première fois que je viens ici, notre bureau, plein de choses qu'on peut supprimer. Mais pourquoi pas votre bureau? Non, pas supprimer, améliorer. Tous les élus de France, les élus locaux, les maires, moi je suis maire d'une petite commune, les présidents de conseils généraux, les présidents de conseils régionaux, les maires de grandes villes, toutes les fois qu'ils font leur budget, ils suppriment tous les ans des choses en se disant ça ne sert plus à rien, pourquoi est-ce qu'on dépense ça, c'est pas une dépense utile, etc. On le fait. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire pour le budget de l'État? C'est quand même incroyable. Mais concrètement. Ça c'est comme l'histoire des priorités, vous comprenez? Quand on décide de renouveler la voiture à la maison, on ne fait pas tout à la fois. Quand on vient m'expliquer que, ah, bah oui, mais parce que vous faites pour l'éducation nationale beaucoup, vous faites pour celui-ci beaucoup, etc., vous faites moins pour les autres. Ben oui, ben, c'est comme quand j'achète une voiture, on renouvelle la voiture à la maison, c'est une dépense importante. Les recettes? Eh ben, les recettes, elles seront arrêtées dans quelques jours. Et pour l'instant, nous n'avons bouclé que le budget dépenses.
Alors pour les recettes, il faut voir. Pour l'instant, ça se présente pas très bien dans la mesure où les dépenses, bien qu'elles soient contenues, et je m'en réjouis, c'est un budget vertueux, ont un peu mangé les marges de manœuvre, et pour l'instant, nous n'avons pas beaucoup de marge pour faire des allègements fiscaux l'année prochaine. Vous voyez, pour les impôts, les gens ne veulent pas trop payer d'impôts, donc si on ne leur fait pas payer trop d'impôts, pour ne pas leur faire payer trop d'impôts, il ne faut pas dépenser trop. Alors, vous c'est trouvez logique. L'impôt sur la fortune, vous avez... Je sais pas, tiens, vous voulez un scoop sur l'impôt sur la fortune? Vous voulez savoir combien il a rapporté cette année? On dit que cet impôt est on économiquement pas utile. On dit, je vais vous dire. Cette année, il est versé par, je viens d'avoir les chiffres cet après-midi, oui, c'est tout frais. 136 000 contribuables, 7% de plus que l'année dernière. Et il va rapporter 5,7 milliards contre 4,5 milliards l'année dernière, 26% de plus. Donc il est utile. Non seulement il est utile, mais vous voyez qu'il devient très intéressant. Et ça montre que l'effort de contrôle qui a été fait a bien marché, mais ça montre aussi qu'il y a encore à faire, parce que moi je suis persuadé qu'il y a des tas de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont sans doute franchi avec la spéculation immobilière, les appartements qui coûtent de plus en plus cher, etc., la barre des 4 millions, donc on va faire quelques vérifications. Et ils vont faire leur déclaration en juin, là. Ah non, mais elle est faite. Ça, c'est la déclaration de cette année que je vous donne. Oui. C'est ce qui vient de rentrer. Vous voyez? Mais je vais essayer d'en gratter encore un peu plus, parce que je suis sûr qu'il y en a qui ont oublié. Mais je suis assez content de voir que ça fait 26% de plus. Voilà. Merci Michel Charasse pour... ça paye le RMI, tout ça, je le signale, c'est-à-dire les pauvres. Est-ce que ça paye vraiment la lutte contre les inégalités? Si vous pensez que donner à manger, donner 2000 francs par mois à quelqu'un qui avait rien, c'est pas la lutte contre les inégalités, alors je sais pas, c'est quoi? C'est de la télévision, de l'art, de la peinture moderne, du sport, du cyclisme? Donc non, ce budget correspond au vœu du président. J'espère que ce budget correspondra au vœu du président et du Parlement. Je ne dis pas grand-chose d'autre pour l'instant, parce que je n'oublie pas quand même que celui qui est prioritaire pour connaître les chiffres, c'est le Parlement, c'est lui qui le vote, pas la télévision. Et merci Michel Sarras, on vous fera visiter quand même nos locaux tout à l'heure. Je vais visiter, je vais en trouver des dépenses désuètes. Non, c'est l'attitude du gouvernement qui est quelquefois désuète à l'égard du service public. Et inversement, rassurez-vous. Et on en parlera au cours d'une longue émission. Et inversement, rassurez-vous, je vais compter vos voitures. Oh, elles ne sont pas très nombreuses. Il y a du gras partout. Bon, alors ne supprimez surtout pas l'abus. Quand c'est pas son propre argent, il y a du gras partout. Ça serait chez vous, vous feriez des économies. Non, restez avec nous, on fera une visite. Ne racontez pas d'histoire. On fera une visite. Eh ben, quand vous voulez. À tout à l'heure. Signature aujourd'hui d'un contrat de progrès entre l'ANPE et le gouvernement. Ce projet de réforme intéresse directement les demandeurs d'emploi. Jusqu'à présent, l'ANPE mettait en contact les chômeurs avec les entreprises. Cette réforme permettra à l'agence de donner et de proposer directement des emplois et retrouve ainsi sa fonction première. Frédéric Delpech. Liliane est chargée d'information dans une ANPE parisienne. Son travail, accueillir et aider les demandeurs d'emploi dans leur démarche. Pourtant, elle considère qu'avec la multiplication des tâches à l'extérieur, RMI, contrat longue durée, elle n'est plus en mesure d'assurer correctement son travail. On nous donne beaucoup trop de charges par rapport à ce qu'on peut faire. Alors c'est où on est en agence et on fait le travail de l'agence, ou on sort à l'extérieur mais le travail d'agence n'est pas fait. Et je pense que c'est là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, vous êtes... Autre exemple, Elisabeth. Prospecteur placier, elle fait la liaison entre la NPE et les entreprises. Pour elle, l'agence souffre d'une mauvaise image. Les entreprises ne nous croient, n'ont pas toujours très confiance en nous et que c'est très difficile pour nous de nous imposer en disant oui, on est là, on est d'attaque, on peut faire quelque chose. Entre l'accumulation des tâches et le manque d'effectifs, le constat est sévère. Dans le contrat signé aujourd'hui avec la NPE, le gouvernement s'engage à débloquer des crédits et créer 900 emplois. L'État accorde des moyens supplémentaires, mais en contrepartie, l'agence prend un engagement, c'est de développer et de remplir plus efficacement sa mission première, le placement. Placer les demandeurs d'emploi. Raccourcir les délais de placement, traiter plus de demandes, consacrer plus de temps aux relations avec les entreprises, la NPE a 3 ans pour remplir ses objectifs. 3 ans au bout desquels Liliane et Elisabeth pourront peut-être alors s'occuper vraiment de chaque demandeur d'emploi. La terre a encore tremblé aux Philippines. Au total, 316 secousses se sont produites en 3 jours. Le bilan est malheureusement déjà très lourd. 369 morts, plusieurs régions ont été dévastées et la panique est générale au sein de la population. Vous le constatez sur ces images terribles qui nous parviennent du pays de Cory Aquino. Claire Sébastien résume les autres événements du jour. Je démissionne volontairement. Je démissionne qui intervient après plusieurs semaines de polémiques au cours desquelles François Guillaume avait été révoqué par le groupe Sodia, l'actionnaire majoritaire de la laiterie Saint-Hubert, puis réintégré par une décision du tribunal de commerce. Le désaccord porte sur des divergences de conception sur le fonctionnement de l'entreprise. Un plan de restructuration prévoit en effet la suppression de 173 postes.
La commission d'enquête sur le racisme du Parlement européen vient d'adopter avec quelques amendements le rapport sur le droit de vote des étrangers présenté par le député travailliste Glyn Ford. Ce rapport vise à doter les immigrés de la CE des mêmes droits et devoirs que ceux dont disposent les citoyens, notamment l'acquisition de la nationalité du pays d'accueil au bout de 5 ans et le droit de vote aux élections locales. Olivier, ce mineur de 14 ans qui purge depuis le 25 juin une peine de 2 mois de prison ferme pour divers vols et cambriolages, vient de voir sa peine aggravée de 2 mois de prison supplémentaire pour des vols commis en début d'année. La polémique rebondit alors que Pierre Arpaillange propose d'humaniser les sanctions contre les mineurs. Le sac de la gendarmerie de l'air, disparu lors de l'attaque du train postal Vintimille-Bordeaux, a été retrouvé vide aux alentours d'Orange. Selon les enquêteurs, il ne contenait aucun document confidentiel, seulement le courrier habituel entre bases aériennes. Mais le hold-up serait l'affaire de professionnels. Et puis ouverture du Festival européen de Cornouailles à Quimper, où la cornemuse sous toutes ses formes est à l'honneur avec des délégations venues de l'Est et de l'Ouest. Une première dans l'histoire du Tour de France est un soviétique qui vient de remporter la 17e étape. Jean-Philippe Guillain. On a beau s'appeler Greg LeMond, on n'en est pas moins parfois victime d'une stupide crevaison. Petit moment de doute, très vite surmonté par le champion du monde. LeMond rejoint Chiappucci et le peloton pour la dernière étape pyrénéenne, parcourue à une allure tranquille. Heureusement, à 22 km de l'arrivée, le Belge Johan Brunel s'extrait ici d'un groupe d'échappés parmi lesquels Bauer, Simon, Arnaud et surtout le soviétique Konichev. C'est lui qui va faire l'effort pour rejoindre Brunel. Les deux hommes se relaient et prennent 30 secondes à tous leurs poursuivants. À Pau, après un sprint de 500 mètres, c'est Dimitri Konichev qui l'emporte brillamment, premier soviétique à inscrire son nom au palmarès d'une étape du Tour. Deuxième Brunel, troisième Bauer. Le peloton termine à 5 minutes 30. Aucun changement bien sûr au classement général. Mais décidément ce Tour 90 s'ouvre aux coureurs de l'Est. Après l'Allemand de l'Est Ludwig, premier à Besançon, c'est aujourd'hui Konichev, déjà surprenant deuxième du championnat du monde, qui signe l'une des plus belles victoires du cyclisme soviétique. Le nom est très chic, le Royal de luxe, mais la démarche est pleine d'humilité. Il s'agit d'une troupe de rue. Elle a été invitée pour la première fois à Avignon, invitation méritée. Le Royal de luxe a offert aux Avignonnais une histoire de France très riche et surtout très lourde. Reportage de Dominique Poncet et Jean-Jacques Ledeuil. L'histoire de France sur le pavé avignonnais. C'était hier soir place du Palais des Papes et personne n'en croyait ni ses yeux ni ses oreilles. Voici qu'on nous racontait d'une façon à la fois délirante, pour ne pas dire iconoclaste, et poétique, pour ne pas dire onirique, 8 épisodes clés de notre histoire. Au rythme d'une musique insensée, une troupe de 22 personnes offrait un spectacle total. 22 personnes qui tour à tour incarnaient des personnages clés ou anonymes de l'histoire de France et faisaient tourner les pages d'un livre gargantuesque. Un ouvrage de 7 mètres sur 4 pesant 8 tonnes, chacune des 12 pages contenait des collages articulés en 3 dimensions. Époustouflant d'invention. C'était signé Royal de luxe, une compagnie de têtes brûlées née il y a une dizaine d'années et qui n'a jamais dérogé à ses principes fondateurs, jouer dans la rue, gratuitement et toujours sur un mode délirant. Un jour, on a trouvé l'idée des livres pour enfants qui s'ouvrent en dépliant des décors en 3 dimensions. Et ce jour-là, on s'est dit, c'est fou, c'est une machine de théâtre incroyable, c'est une superposition de 12 plateaux. Ça tourne pas mal, mais il y a des gens qui font plus... Ça tourne sur le bouquin, mais il y a une équipe qui est plus spécifiquement manipulatrice pour pouvoir être super concentré sur le bouquin, parce que c'est une grosse machine. On tient à jouer dans la rue et gratuitement. Pourquoi? Ben, comme ça. Dans les salles, il y a moins de monde qui y vont. C'est sélectif, quoi. C'est Grand Guignol d'aujourd'hui. C'est génial. C'est vraiment très impressionnant. Puis dire qu'ils font ça tous les jours, alors ça doit donner beaucoup de boulot. Et oui, ça leur donne beaucoup de boulot car le spectacle fini, il faut entre autres nettoyer les pavés, ranger les accessoires et surtout remettre le livre à l'endroit. Rien que cette opération exige 6 heures de travail. Programme très riche et divers ce soir sur la 3, du rire à 20h avec la classe, chansons et comédie à 20h35 avec Roger Hanin et plein d'artistes, avec Vincent Perrault qui présentera
l'émission. Information à 22h05 avec Memona Interman qui présentera Soir 3 et enfin du jazz pour finir la soirée à 22h25 et dans quelques secondes une page météo complète avec Michel Touré. Bonsoir, à demain 19h.